Nous sommes le 16 janvier 2003 au Kennedy Space Center en Floride, où décolle la mission STS-107 à bord de la navette spatiale Columbia. 17 ans après l'accident de Challenger, la NASA dit avoir appris de ses erreurs et se remettre doucement du deuil de la mission STS-51L, et pourtant... La mission STS-107 s'apparente plus à une mission de routine qu'à un scénario de film catastrophe. Il n'est pas question de sauvetage du télescope spatial Hubble, simplement une mission de un peu plus de 2 semaines en orbite avec un import de charge utile commercial et des expériences scientifiques. Mais revenons sur Terre, le jour du lancement. Nozzle check of the SRBs, firing chain is armed. Sound suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nous sommes le 16 janvier 2003, et à 15h39 exactement, la navette spatiale Columbia, qui fut le tout premier orbiteur américain à être mise en service, décolle de son pas de tir pour effectuer sa 28e mission. À son bord, 5 hommes et 2 femmes, 6 Américains et 1 Israélien, dont Rick Husband, pilote de la navette lors du premier arrimage à l'ISS, et Ilan Ramon, premier astronaute israélien. Le jour du décollage, il fait beau. Le ciel est bleu, la météo est très encourageante pour un décollage dans les meilleures conditions. T-6 secondes. Les hydrogène burn-off units sont mis à feu. T-4 secondes. Les 3 moteurs cryogéniques RS-25 de la navette démarrent leur séquence d'allumage. T-3 secondes. Les moteurs de la navette sont à pleine puissance et crachent des gaz sortant à presque 4,5 km par seconde. T+0 secondes. Les boosters à poudre s'allument et la navette s'arrache de son pas de tir. T+50 secondes. La navette entre dans la zone de Max Q, où elle subit sa plus forte pression aérodynamique. Elle est maintenant supersonique. T+82 secondes. Un morceau d'une quarantaine de centimètres de mousse isolante servant à maintenir une basse température dans les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène liquide du réservoir externe de la navette se détache de ce dernier et vient heurter le bord d'attaque de l'aile gauche de Columbia, créant un trou de 15 à 25 cm. Le centre de contrôle remarque l'anomalie, mais n'en tient pas compte. Il est courant de voir cet isolant se détacher lors d'un lancement, comme sur STS-112, seulement 2 lancements avant STS-107. La NASA n'avait bien sûr aucune idée des dégâts subis par la navette. Décision est donc prise de ne pas en informer l'équipage, ce qui pourrait créer une source d'angoisse inutile pour ces derniers. La mission se déroule donc sans imprévu jusqu'au 1er février 2003. À 2h30, heure normale de l'Est, les équipes du centre de contrôle Christopher Crabb Jr. commencent à évaluer les conditions météorologiques du site d'atterrissage au Kennedy Space Center. À 8h, le directeur de vol, ou DDO, interroge la salle de contrôle pour la décision Go, No Go de la désorbitation de STS-107. À 8h10, Capcom déclare à l'équipage qu'ils étaient Go pour le déorbit burn. À 8h15 et 30 secondes, le commandant de bord effectue une manœuvre de rétrogradage et allume les moteurs du système de manœuvre orbitale de Columbia pendant 2 minutes et 38 secondes. À 8h44 et 9 secondes, Columbia entame sa réentrée atmosphérique au-dessus de l'océan Pacifique. À 8h50 et 53 secondes,
Columbia rentre dans ce que l'on appelle le blackout radio. C'est une période d'une dizaine de minutes où toute communication est impossible à cause du frottement de l'air englobant la navette dans une boule de plasma extrêmement chaude. À 8h53 et 46 secondes, la navette Columbia se désintègre en vol, ne laissant derrière elle que des débris enflammés, tombant comme des météorites artificielles. Aucun des 7 astronautes n'y survécurent. La commission d'enquête, présidée par l'amiral Harold Gehman, retrouve la cause originelle de l'accident. Dans son rapport, il dénonce différents dysfonctionnements conduisant à négliger des questions de sécurité fondamentales, de la compression des budgets, jusqu'à dénoncer l'absence d'une véritable politique spatiale. La NASA, maintenant pointée du doigt par le reste du monde, tente en vain de développer la capacité de ses astronautes à réparer des avaries de manière autonome ou en établissant des programmes de secours à chaque futur lancement. Et bien que George W. Bush ait dit « It is time for America to take the next steps. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Our goal is to return to the moon by 2020 as the launching point for missions beyond. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration, human missions to Mars and to worlds beyond. » En juillet 2011, la NASA stoppe son programme de navette spatiale, jugée trop coûteuse et trop dangereuse, privant ainsi les États-Unis de tout moyen d'envoyer des hommes dans l'espace de manière autonome. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment pour le référencement, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je travaille d'ailleurs sur une série qui parlera du programme spatial américain. D'ici là, perdez-vous dans les étoiles. À la prochaine.